Dans la partie 1 de ce Scientific Day sur la caféine, j'ai balayé une bonne partie de la littérature sur le sujet en essayant de couvrir des questions que j'estimais cruciales. Comment ça fonctionne la caféine? Pourquoi ça fonctionne? Est-ce que c'est utile dans les sports d'endurance? Comment la consommer intelligemment en trail et en ultra, en fonction de la durée de la course? Bref, tout ça, j'ai essayé d'y répondre. Mais le sujet de la caféine, il est vaste et il reste plein d'interrogations en suspens. D'autant que quand on lit la littérature sur le sujet, on ne trouve pas forcément la réponse à toutes les questions qu'on peut se poser. Par exemple, il existe encore beaucoup de croyances autour des effets de la caféine sur l'utilisation des lipides, qui est en fait largement marginale. Il existe aussi un grand flou sur la caféine en prise répétée. On a pas mal de recul sur ce qu'on appelle les prises aiguës, une fois, avant de réaliser une performance sportive ou cognitive, mais on en a très peu sur ce qu'on appelle les prises répétées. Alors ok, en 2019, Thilo Real il parle des prises répétées, par exemple en ultra, en montrant qu'en moyenne, des coureurs sur un ultra avaient consommé 900 mg en plusieurs prises. Mais en combien? En 2 fois? En 10 fois? En 20 fois? Et puis, est-ce que c'était utile? Vous m'excuserez, je caricature peut-être, mais si je prends 900 mg en 40 fois, une fois par heure, donc en 40 heures, ça me fait 20 mg à chaque fois. Et j'ai vérifié avec le site dont je vous ai parlé dans la partie 1, Caffeine Half-Life Calculator. Dans ce cas, un athlète aurait toujours de la caféine dans le sang, d'accord, mais au maximum 160 mg. Soit à peine 2 mg par kilo de poids de corps si cet athlète fait le même poids que moi. Donc en fait, on a un dosage qui n'a jamais d'efficacité, d'après la littérature discutée dans la partie 1, alors qu'il y a eu énormément de prises. Bref, ces histoires de prises répétées, c'est pas super clair et j'aimerais bien les éclaircir justement. D'ailleurs, j'ai aussi omis d'aborder les effets secondaires de la caféine, comment les détecter, etc. Donc en fait, dans la partie 1, il y a des questions soit que j'ai pas eu le temps d'aborder, soit que la littérature ne clarifie pas directement. Et je me suis dit que le mieux serait de faire appel à une experte de la thématique pour m'aider à y voir plus clair. Avec un doctorat qui porte sur les effets de la caféine sur la cognition et sur les performances dans le contexte sportif, Laura Pomportes était la candidate idéale et je suis vraiment content qu'elle ait accepté d'être mon invitée. Et c'est mon échange avec Laura que je vous propose ici. Je m'appelle Cyril Forestier, je suis entraîneur de trail et pratiquant, mais surtout docteur en sciences du sport. Vous êtes dans Courir Mieux, le seul podcast de trail qui vous aide à progresser grâce à des conseils fiables basés sur la science. Et je suis ravi de vous présenter ce Scientific Day partie 2 sur la caféine en trail avec Laura Pomportes. Avant de commencer, je remercie Suunto, partenaire de Courir Mieux pour la saison 2 du podcast et qui rend la réalisation de cet épisode possible. Suunto, c'est du matériel de pointe pour vos entraînements et vos aventures outdoor. Je suis utilisateur convaincu depuis longtemps, par exemple avec ma race, et pendant que leur montre vous guide sur les sentiers et dans votre nutrition, avec des applications Suunto Plus comme Race Nutrition ou Drink Alert, super utiles en trail, cet épisode vous guidera pour mieux comprendre le rôle de la caféine en trail. Salut Laura, comment ça va? Salut Cyril, ça va très très bien, et toi? Ouais, super, je te remercie. J'ai pas osé prononcer ton nom pour l'instant parce que j'avais peur de mal le prononcer, donc si tu veux, je te laisserai corriger et le faire. Dans un premier temps, je te propose de te présenter aux auditeurs qui probablement ne te connaissent pas, auditeurs et auditrices. Donc je m'appelle Laura Pomportes Castagnier, donc je suis ingénieure de recherche en université, donc à Aix-Marseille Université. Je travaille pour un laboratoire, une plateforme de recherche IP Human Lab qui fait de la recherche en physiologie de l'exercice. Et donc moi, je suis spécialisée en physio de l'exercice et en nutrition sportive. Donc j'ai un poste d'ingénieur de recherche. Donc mon temps est réparti un petit peu entre mes activités de recherche et j'ai aussi des missions d'enseignement dans différentes composantes, que ce soit en STAPS ou dans les sciences médicales et paramédicales. Et voilà, j'ai aussi un parcours de sportif de haut niveau puisque j'étais en équipe de France de squash pendant plusieurs années. Donc j'étais sur le circuit, l'équivalent de circuit ATP pendant plusieurs années. Et donc voilà, l'idée c'est que je me suis servi de ma thèse, je me sers de la recherche, etc. pour avoir des applications relativement concrètes. Donc j'ai une recherche plutôt appliquée. Et donc l'idée c'est de transférer un petit peu le contenu de la biblio, le contenu de nos recherches pour optimiser la performance et la santé des athlètes. Eh ben, c'est super que t'en parles et que tu le mentionnes. Est-ce que tu pourrais nous dire sur quoi, parce que c'est la raison pour laquelle je t'ai contacté, sur quoi portait ta thèse et globalement, c'est quoi les résultats principaux si tu arrives à les résumer en quelques mots?
Alors, ma thèse, donc j'ai terminé ma thèse il y a quelques années. J'ai réalisé une thèse pluridisciplinaire à l'interface entre la physiologie de l'exercice, la nutrition sportive et la psychologie cognitive. Pour faire court, l'idée, c'était d'étudier l'influence de différentes stratégies nutritionnelles, à savoir les glucides, le guarana et la caféine, comme moyen d'optimisation de la performance des athlètes, et en étudiant un petit peu l'aspect donc sur la performance physique, mais aussi sur la performance cognitive. C'est-à-dire que ces supplémentations-là peuvent avoir un effet central. Et donc, l'idée, c'est d'étudier comment est-ce qu'on peut optimiser la performance de ces athlètes-là, et notamment avec une approche basée en psychologie cognitive. Donc j'ai travaillé sur 3 suppléments, comme je vous disais, caféine, guarana et glucides, avec différentes techniques d'administration, donc en ingestion ou en rinçage de bouche, puisque c'est des techniques alternatives qu'on peut trouver dans la bibliographie qui sont moins répandues. Et donc résumé, c'est extrêmement court, hein, c'est difficile de résumer l'intégralité des recherches, mais dans l'idée, si on reste sur la caféine, ce dont on va parler, c'est effectivement on a montré que l'utilisation, donc l'ingestion de caféine pouvait avoir des effets bénéfiques sur la performance cognitive. Donc j'ai travaillé sur le traitement de l'information sensorimotrice et aussi sur des capacités d'inhibition sélective. Donc en fait, c'est des fonctions exécutives de haut niveau pour arriver à sélectionner les informations pertinentes et à y répondre de façon plus adaptée, pour faire court. Et donc, on a montré que la caféine pouvait avoir des effets bénéfiques sur ces processus cognitifs-là. Alors, surtout sur le traitement de l'information, un peu moins sur des fonctions de haut niveau, et sur des durées d'exercice, donc aux alentours de 1 heure, pour lesquels on n'a pas vraiment des mécanismes de fatigue extrêmement importants. Donc finalement, on peut avoir un effet de potentialisation entre l'exercice, certaines supplémentations nutritionnelles et la performance cognitive. Voilà, avec des effets donc sur la performance cognitive, des effets sur la perception de l'effort aussi, extrêmement intéressant pour la caféine qu'on retrouve dans la littérature. Hein. On en parlera. Et puis voilà, principalement pour faire court, les résultats de mes recherches. En fait, là, ce que tu es en train de dire, c'est que la caféine, c'est efficace et il n'y a pas besoin que l'effort dure des heures pour qu'il y ait des effets, par exemple, de la caféine. C'est un peu ça là, que tu viens d'expliquer. Pour faire court, effectivement, si on parle pour les sportifs, on a tendance à affirmer quand même que les effets vont être plus importants lorsque les mécanismes de fatigue, fatigue physique ou fatigue mentale ou fatigue cognitive, vont être plus importants. Mais pour le coup, on retrouve quand même dans la littérature des effets bénéfiques de la caféine au repos. Alors, dans des situations de fatigue mentale de plus ou moins courte durée, mais on en retrouve aussi sur des durées d'exercice qui avoisinent 1 heure, pour lesquelles on n'a pas des mécanismes de fatigue qui sont extrêmement aigus. Ouais, ça va m'intéresser. On va revenir dessus un petit peu plus tard dans les questions que j'aimerais te poser. La première chose que je voulais éclairer avec toi, je rentre un peu dans les questions que je voulais te poser. La première que je voulais aborder, ça concerne les mécanismes. Juste pour être sûr et clarifier comment ça marche en fait la caféine, pourquoi est-ce que ça fonctionne. Dans la littérature, si j'ai bien compris, et ce que j'ai résumé dans la partie 1, c'est qu'en gros, il y a 2 grandes familles de mécanismes de la caféine. Au niveau du système nerveux central, donc je me permets de le vulgariser pour les auditeurs, au niveau du cerveau, on va dire, et au niveau périphérique, donc au niveau musculaire. Est-ce que toi, globalement, tu es d'accord sur le fait qu'on peut résumer ces 2 mécanismes comme ça, ou est-ce qu'il y en a un qui est prépondérant par rapport aux autres ? Alors, effectivement, on trouve beaucoup de choses dans la littérature qui permettent d'expliquer les effets de la caféine. Donc déjà, cette caféine, pour revenir peut-être dessus, donc c'est une molécule en fait c'est un alcaloïde qu'on va retrouver dans les végétaux, qu'on retrouve dans beaucoup de sources alimentaires ou de produits pour le sportif. Et effectivement, on a trouvé des effets ergogéniques sur tout un tas de performances physiques, plus de courte ou de longue durée. De type aérobie ou anaérobie, on reviendra dessus. Et l'idée, c'est effectivement qu'on a plusieurs mécanismes explicatifs, mais je pense que la clé, c'est de comprendre quels sont les effets à quel dosage. C'est un petit peu ça sur lequel il va falloir aller. Dans les mécanismes non exclusifs, effectivement, on retrouve des effets sur la fonction contractile. C'est-à-dire qu'on sait que lorsqu'on va avoir des mécanismes de fatigue, la fatigue musculaire périphérique va induire une diminution, par exemple, de la libération de calcium, par réticulum sarcoplasmique. Et l'idée, c'est que la caféine pourrait inhiber finalement cette diminution graduelle de la libération de calcium. Ça pourrait être un des effets. Ça pourrait être aussi sur les pompes sodium-potassium, ATPase, qui régulent les flux en fait entre le milieu intra et extracellulaire. Ça, on sait que ça peut exister, mais l'idée, pour l'instant, c'est que ça va être à des dosages
qui ne sont pas ceux pour lesquels on trouve des effets bénéfiques de la caféine, c'est-à-dire des faibles dosages. On va revenir dessus, environ 3 mg par kilo. On a des effets métaboliques qui sont avancés, on a des effets sur la lipolyse, on reviendra peut-être dessus après. On a des effets sur la libération des catécholamines, donc des hormones de stress. Donc en fait, l'idée, c'est que la caféine serait capable de moduler la libération des hormones de stress au niveau périphérique, donc par la médulo-surrénale, principalement donc adrénaline et noradrénaline. Et on sait que ce sont des hormones qui préparent aux situations de combat, de fuite, etc., qui vont avoir des effets physiologiques larges sur le flux sanguin, sur les mobilisations des substrats énergétiques, etc. Mais là encore, en fait, on retrouve ces effets-là sur des dosages dits supraphysiologiques, au-dessus de 9 mg par kilo. Donc, finalement, on a aujourd'hui une hypothèse explicative principale, c'est celle d'effets sur le système nerveux central. En fait, on considère aujourd'hui que la caféine va avoir une action antagoniste à des récepteurs d'adénosine. Donc l'adénosine, c'est quoi? C'est une molécule finalement qui est à la fois un neurotransmetteur, un neuromodulateur. C'est quelque chose qui va diminuer la libération de neurotransmetteurs excitateurs. Et donc, en fait, en le diminuant, on va avoir des phénomènes de fatigue, de léthargie, etc. Et donc, l'idée, c'est que la caféine pourrait bloquer l'action de cette molécule-là en se fixant sur des récepteurs. Et ça pourrait avoir des effets. Donc, l'adénosine, des récepteurs, il en existe dans l'intégralité du corps, mais on considère que les effets, effectivement, vont être centrés au niveau du système nerveux central et que, de par cette action antagoniste, ça pourrait potentiellement avoir des effets sur la motivation, sur la douleur, sur la perception de l'effort, sur la performance physique et potentiellement sur la performance cognitive. Donc aujourd'hui, sur des dosages faibles, on va parler de dosages inférieurs ou aux alentours de 3 mg par kilo, cet effet ergogénique, il est expliqué par ce mécanisme-là. Donc aujourd'hui, c'est celui-ci qui est le prépondérant. Ok, à des dosages, on va dire, raisonnables ou faible, enfin pas faible, mais raisonnable ou recommandé par la littérature, parce que ce que tu mentionnes là, c'est quand même globalement ce que dit la littérature en termes de recommandation. C'est plutôt au niveau central, en fait, que ça se passe pas trop au niveau périphérique. Exactement. Il y a un point que tu as soulevé là, et je voulais vraiment l'aborder parce que j'ai pas du tout pu le traiter dans la partie 1 de l'épisode, c'était les effets de la caféine sur la lipolyse. Donc en gros, sur les effets de la caféine sur l'utilisation des lipides à l'effort. Quand on fait du trail, pour les auditeurs, quand on fait du trail et d'ultra, c'est souvent un mélange de carburant entre glucides et lipides. Et forcément, les glucides étant limités, si on arrive à augmenter un petit peu les quantités de lipides qu'on utilise, ça semble plutôt bénéfique. Est-ce que c'est un effet qui existe vraiment, ça, ou est-ce que c'est marginal, en fait, cet effet sur la lipolyse, et c'est pas si intéressant que ça? Là encore, effectivement, c'est une question qui est difficile à répondre parce que si je prends, il y a une méta-analyse assez récente qui est sortie et qui soutient effectivement qu'on pourrait augmenter l'utilisation des graisses lors d'exercices aérobie, d'endurance, mais on retrouve cet effet, pas chez tout le monde. Cet effet est plus marqué chez les personnes sédentaires que chez les personnes très entraînées. C'est plus marqué après des périodes de jeûne. Et finalement, quand on regarde, je dis pas que c'est un mécanisme qui n'existe pas. Je dis que ça ne se retrouve pas chez tout le monde. Il y a des grosses variations entre les personnes qui répondent et qui ne répondent pas à cet effet de la caféine sur la lipolyse. Donc, ça ne permettrait pas d'expliquer l'effet ergogénique qu'on retrouve dans une grande majorité de population. Certains avancent le fait que ça serait un mécanisme qui diminuerait assez rapidement lorsqu'on est habitué à la caféine. Et finalement, même si je sais que toutes les stratégies d'économie, en fait, d'oxydation lipidique qui sont extrêmement importantes dans les sports d'endurance qu'on va chercher à développer par l'entraînement, par les stratégies nutritionnelles de périodisation des apports physiques, etc., tout ça, finalement, font qu'aujourd'hui, je dis pas que c'est un mécanisme qui n'existe pas, mais encore une fois, au dosage sur lequel on est recommandé, c'est pas le mécanisme qui va être prépondérant dans les effets ergogéniques de la caféine. Ouais, ok. C'est pas le mécanisme crucial des effets. En tout cas, si on prend de la caféine pendant un effort, c'est pas pour espérer augmenter sa lipolyse. Ça va pas être ça le but. C'est pas pour augmenter la lipolyse, c'est pas non plus pour les phénomènes de perte de poids comme on pourrait le penser. Voilà, donc je pense que il faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Au contraire, on peut le voir comme quelque chose de positif parce que ça permet aussi de justifier l'utilisation concomitante de caféine et de glucides simultanés, puisque on peut se dire que si la caféine améliore la lipolyse, le fait de consommer des glucides en même temps va inhiber cet effet puisque le pic d'insuline, la consommation de glucides inhibe la lipolyse. Or là, en fait, le fait d'avoir une stratégie qui va permettre de coupler, va permettre à la fois de maintenir l'effet ergogénique de la caféine et puis en même temps de maintenir l'effet ergogénique des glucides en termes de substrat énergétique, etc. Donc
Ouais, à mon sens, c'est pas quelque chose qui est. Je dis pas que ça n'existe pas. Je suis pas sûre que ça existe au dosage vraiment qu'on utilise. Encore une fois, entre ce qui se passe au repos et à l'exercice, c'est pas exactement la même chose. Euh, à mon sens, c'est pas le mécanisme principal. Ça me fait penser à une méta-analyse récente que je vulgarisais dans la partie 1 qui disait que l'effet diurétique de la caféine, qui est très connu au repos, en fait, à l'exercice, on ne le retrouve pas parce que justement, l'exercice, il inhibe. Donc, c'est encore une fois, mais il y a souvent, je trouve, ce problème les auditeurs, ça leur fera peut-être du bien de le réentendre, ce transfert de ce qui se passe au repos versus ce qui se passe à l'effort qui est complètement différent. Et je l'entends par exemple quand on me dit, oh là là, faut manger grave de glucides à l'effort, c'est mauvais pour la santé. Et je dis oui, enfin, à l'exercice et au repos, c'est des métabolismes complètement différents. Et évidemment, si t'es dans ton canapé qui mange 80 grammes de glucides par heure, c'est pas une bonne. À l'exercice, c'est complètement différent. Donc ça rejoint un petit peu. Dire. C'est exactement ça. À chaque fois, il faut remettre en contexte. Ce que tu dis, finalement, c'est totalement juste. Si on prend les stratégies à l'effort, si on prend même le type de glucides, des fois, si je reste dans cette optique-là, des fois, on peut préconiser l'utilisation de glucides qui ont des IG hauts, alors qu'on sait que au repos, pour les personnes sédentaires, c'est absolument tout ce qu'il faut pas faire. Donc, en fait, on a vraiment des stratégies qui sont différentes. Et peut-être on reviendra sur cette question de l'aspect diurétique, déshydratant de la caféine. Mais effectivement, il faut différencier un peu ce qu'on trouve au repos et ce qu'on trouve à l'exercice. Ça me fait penser à l'épisode avec Julien Louis que les auditeurs pourront retrouver en ligne, qui disait que sur certains athlètes, quand ils rentrent de grosses sorties, ils ont tellement de besoins glucidiques qu'il peut leur recommander un soda. Et les choses qu'on ferait pas, on n'irait pas boire un coca, nous sédentaires, quelqu'un sédentaire n'irait pas boire un coca comme ça. Mais par contre, pour un sportif qui vient de puiser dans ses stocks et qui va répéter des efforts, là, ça devient une stratégie pertinente. Donc encore une fois, c'est un contexte comme tu viens de le dire. Bien sûr. Dans la partie 1, alors j'espère que tu vas pas prendre ma question comme un dénigrement de la caféine. Enfin, c'est pas vraiment ça. Mais dans la partie 1, quand je regarde par exemple la méta-analyse de Carvalho et al. En 2022, ils ont fait, je l'aime bien cette méta-analyse parce qu'ils font plein d'analyses de sous-groupes en fait. Et on a le sentiment, quand je l'ai lu, qu'en fait la caféine c'est bête et méchant. Ça marche dans quasiment tous les sports, chez les hommes et les femmes, chez les personnes entraînées et non entraînées, chez les habitués à la caféine et non habitués, avec sevrage ou non. La seule chose qui change, c'est le sevrage. J'ai l'impression que... Enfin, est-ce que tu rejoins cette analyse que, en fait, t'en prends, ça marche et que c'est assez simple, au final, comme mécanisme? Alors, c'est bien résumé. Pour commencer, la caféine peut présenter des effets secondaires. On sait qu'il existe des effets secondaires avec la caféine qui sont d'autant plus importants que le dosage, que la consommation, la quantité de caféine plasmatique est importante. Donc, c'est pas quelque chose qui est... de toute façon, avec beaucoup de supplémentation nutritionnelle, il y a des effets bénéfiques, il y a des effets négatifs. Les effets secondaires en font partie, on reviendra peut-être dessus. Et il y a déjà eu des phénomènes d'intoxication, des phénomènes de décès suite à des forts dosages de caféine. Donc, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose qui soit anodin et qui doit être consommé à tort et à travers parce qu'il y a des effets ergogéniques. Pour le coup, on considère que pour des dosages faibles, inférieurs à 3 mg kg, modérés, on est aux alentours de 6 et fort, on est aux alentours de 9, il n'y a pas de risque majeur. On peut avoir des effets qui sont très dépendant de la personne. On va peut-être reparler de ces effets liés au polymorphisme génétique sur une enzyme qui dégrade la caféine, mais effectivement, on retrouve des effets sur la fréquence cardiaque, la tension, l'anxiété. On peut avoir des effets de difficulté de concentration, insomnie, troubles digestifs. Donc, il existe des vrais effets secondaires et il faut les garder en tête. Et il faut connaître aussi sa capacité, sa physiologie et la réaction de notre organisme face à cette consommation de caféine. Il faut garder en tête une valeur que moi j'utilise beaucoup, qui est la valeur de 3 mg kg, qui est une valeur pour laquelle on peut en avoir des effets secondaires liés à l'ingestion de caféine. Ça veut dire que moi, je vais plutôt avoir une stratégie conservatrice dans mes préconisations, ça va être d'être aux alentours, lors d'une ingestion aiguë, de cette valeur-là. Dans la littérature, on trouve souvent des valeurs un peu plus hautes. Pour le coup, une fois qu'on a dit les effets secondaires, on garde bien en tête que les effets secondaires, eux, ils sont dose dépendants. Par contre, l'effet ergogénique, lui, n'est pas dose dépendant. Ça veut dire qu'on peut avoir un effet qui est bénéfique, qui est positif pour un faible dosage de caféine. Donc déjà, ça nous pousse à réfléchir, ok, est-ce que je ne peux pas aller sur une stratégie conservatrice et limiter un peu la quantité. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, il y a quand même des choses extrêmement positives. C'est-à-dire qu'on a étudié les effets de la caféine donc sur différents types de performances, que ce soit des performances de type anaérobie ou plutôt aérobie. Et effectivement, il semble qu'il y ait des effets sur différents types de sports.
avec des effets plus marqués sur les sports d'endurance quand même. Donc ça, c'est intéressant. On a des effets sur des contextes environnementaux variés, lors des exercices réalisés en milieu chaud, par exemple. Ça, on a montré qu'il n'y avait pas d'effet négatif, au contraire, qu'il y avait une amélioration de la performance dans des milieux chauds, dans des milieux hypoxiques, et ça chez des personnes entraînées ou pas entraînées, enfin, du moins acclimatées ou pas acclimatées, excusez-moi, à l'hypoxie, qu'on avait des effets qui perduraient même chez des personnes qui étaient habituées à consommer. Donc ça, les habitudes de consommation, il semblerait qu'il y ait quand même des effets ergogéniques qui perdurent. Il y a des petits questionnements si on prend par exemple des personnes qui ne consomment pas de façon fréquente et qu'on leur fait sur 20 jours, par exemple consommer la caféine tous les jours, il semblerait une diminution de l'effet ergogénique au bout de 20, à peu près 20 jours, mais qui perdure. Il semblerait qu'il n'y ait pas forcément besoin de faire de sevrage, que ça marche chez les personnes entraînées, pas entraînées, chez les deux sexes, avec des variations un peu chez les femmes, notamment si on a la prise de contraception hormonale, enfin prise de contraception orale, etc. Mais en fait, finalement, quand on regarde, ça marche quand même pas mal. Donc l'idée, c'est pas de dire allez, c'est bête et méchant, je prends, mais dans différents contextes environnementaux, différents types de disciplines, différents statuts d'entraînement, différentes habitudes de consommation, on a quand même des effets ergogéniques qui sont quand même présents. Tiens, comme on a parlé de thermorégulation, là, avec Laura, c'est le bon moment pour vous parler d'un partenaire de la saison 2 du podcast Courir Mieux, Wise, et de leur dernière nouveauté. Wise, c'est une marque créée par et pour des ultra-trailers, avec des réflexions permanentes sur des produits qui répondent à nos besoins de pratiquants, en étant à la fois le plus éco-responsable possible et sans compromis sur la technicité du matériel. Et pour couvrir toutes les conditions environnementales qu'on peut rencontrer en pleine nature et donc nous aider à courir quelle que soit la saison, Wise vient de lancer son Heat Layer, une première couche chaude et technique. Avec un col montant qui limite le passage d'air froid, des empiècements aérés sur des zones de thermorégulation et des fibres en polyamide et laine de mérinos qui capturent la sueur pour limiter l'humidité au contact direct de la peau, ce Heat Layer, c'est l'allié pour les efforts en conditions froides. Je vous invite à le découvrir sur le site de Wise, le lien est en description, et revenons maintenant à mon échange avec Laura. Oui, effectivement, je voulais pas dire c'est bête et méchant, je prends quoi qu'il arrive. Et en plus de ça, une des raisons, et ça va arriver directement sur les questions suivantes que je voulais te poser. Une des raisons pour lesquelles je voulais pas dire c'est bête et méchant, on prend, c'est parce que, et c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup insisté sur les dosages dans la partie 1, c'est parce qu'en fait, les dosages, je pense que toi et moi, maintenant, on commence à être à l'aise avec les dosages et quelle quantité il y a dans un café, dans un thé, etc. Mais pour le sportif lambda, pour l'athlète lambda, quand tu regardes par exemple le marché de la nutrition sportive, c'est ce que je disais dans la partie 1, tu as des gels avec caféine qui sont à 40 mg, tu en as qui sont à 200 mg. Si tu prends ton gel à 200 mg et que tu consommes que ça, tu en prends 2 par heure, en fait, tu vas exploser en caféine. Et à l'inverse, si tu prends 40 mg, tu n'auras peut-être jamais des effets ergogéniques parce que tu seras toujours beaucoup trop bas. Et c'est pour ça que je pense qu'il y avait un point important à arriver sur le dosage et sur le fait de ça marche, mais c'est pas si bête et méchant, il faut quand même y réfléchir en termes de dosage si on en prend au sport. C'est parce qu'en fait, le marché, il est très très vaste et on te donne un gel à 200 mg, tu n'as aucune idée de si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Oui, c'est exactement ça. Ce dosage, il est extrêmement important. On peut le rapporter à la masse, au poids corporel de la personne pour voir combien ça nous fait en milligrammes par kilo. C'est aussi intéressant. On peut considérer qu'un petit gabarit, une femme de 50 kilos, les besoins ne seront pas les mêmes qu'un individu plus lourd. Et effectivement, ce qui est intéressant aussi, c'est, moi je déborde un peu, mais c'est de s'intéresser à cette élimination, donc cette élimination de la caféine, ce temps de demi-vie. Enfin, alors en fait, on a une mesure qui est le temps de demi-vie. En gros, si vous voulez, la caféine, elle va être absorbée au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin grêle, et elle va être métabolisée par finalement une enzyme dans le foie, de la famille des CYP. Et cette enzyme-là, on a des polymorphismes génétiques, c'est-à-dire qu'on n'est pas, selon si on est homozygote dans le gène qui code pour cette protéine, on va avoir une capacité à dégrader rapidement la caféine. Et puis au contraire, d'autres personnes vont être hétérozygotes et vont plutôt avoir un métabolisme plus lent. Et donc, ça veut dire que c'est difficile pour vous de savoir quel polymorphisme génétique vous avez. Vous n'avez pas fait un test génétique, c'est interdit. Vous pouvez faire un test pharmacocinétique si vous voulez, mais ça va être compliqué. Mais dans l'idée, c'est quand même de se connaître et effectivement de s'intéresser à quelle quantité je prends, combien ça représente par rapport à ma masse corporelle et comment je le répartis. Et bien entendu,
mais ça, c'est vrai pour n'importe quel supplément. Quand je prends, je regarde la composition de façon extrêmement précise. C'est pas parce qu'il y a marqué caféine, comme tu le dis, que c'est la même composition. Ça peut être 50 milligrammes, ça peut être 200 milligrammes. Donc, bien entendu que ça, c'est primordial avant de consommer. Eh ben, c'est parfait comme porte d'entrée pour la partie que je voulais aborder maintenant avec toi, qui concerne justement les stratégies de caféine qu'on pourrait éventuellement recommander aux auditeurs de manière, comme tu l'as dit, précautionneuse. En tout cas, c'est ton approche et je l'apprécie. Dans la partie 1, je disais que pour moi, on pouvait dissocier, en tout cas dans le cadre du trail et de l'ultra. Alors, je suis désolé, c'est un peu loin du squash, mais je suis sûr que tu arrives à te projeter dans ces efforts d'endurance de longue durée. À mon avis, tu y arrives sans problème. Et je disais qu'il y avait 2 stratégies en fait qui étaient pour moi possibles. La prise aiguë, la prise répétée. La prise aiguë, par exemple, sur des formats courts qui vont durer 3 à 4 heures. La prise répétée pour des formats ultra trail où on peut en avoir besoin pour une nuit, pour une deuxième nuit, pour une nuit plus le lendemain matin parce qu'en fait, on court depuis le lendemain, la veille au matin. Imaginons, on est parti à 8 heures, la caféine va faire du bien pour la nuit, mais le matin, quand le soleil va se lever, on ne sera pas non plus en forme parce que ça fait 24 heures qu'on court. Est-ce que déjà, toi, première question, est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est les 2 grandes stratégies qui vont exister, en prise aiguë, en prise répétée? Alors oui, effectivement, là, il va falloir faire une distinction finalement entre les durées courtes, courtes, même sur un marathon, et sur une durée ultra-trail, ultra-marathon, etc. Effectivement, je pense qu'il est important de segmenter les deux, et plus la durée va être longue, plus effectivement les prises vont être fréquentes, et plus le dosage va être faible finalement. Pour les formats courts, je m'étais basé sur tous les papiers que j'ai vulgarisés dans la partie 1. Je m'étais mis plutôt sur la borne basse. J'avais dit aux auditeurs dans la partie 1 que c'était plutôt, pour moi, 3 à 4 mg par poids de corps en prise unique, en une seule fois. Ça me semble, ou alors 1 heure avant qu'on voudrait que ça fasse effet, globalement, ça me semblait. Est-ce que tu partages cette recommandation ou est-ce que tu voudrais la moduler? Non, je pense qu'elle est assez correcte. Ce qu'on trouve dans la littérature, c'est des valeurs entre 3 et 6 mg kilo. Encore une fois, je trouve cette valeur de 3 à 4, elle est plus précautionneuse et donc je dirais plutôt vers ça, sachant qu'on garde bien en tête que 3 mg kilo, c'est la valeur pour laquelle on a le moins l'effet secondaire. Et donc, on peut les répartir, si c'est en ingestion, 1 heure avant l'exercice. On peut aussi le segmenter, ça arrive des fois, 60 minutes, 30 minutes avant. Par contre, il faut bien faire attention au mode d'administration. Effectivement, on considère que, si vous prenez par exemple un chewing-gum, là, les délais ne sont pas les mêmes que si vous prenez de la caféine sous forme liquide ou sous forme de comprimé, par exemple. Donc ça peut moduler un peu la temporalité d'ingestion. Mais finalement, on retombe sur un dosage, je pense, 3-4. Voilà, moi, je commencerai à 3. Je suis un peu. Mais oui, je pense que c'est quelque chose d'assez correct. Ok. Et c'est des dosages qui ont déjà des effets ergogéniques. On sait que ça fonctionne déjà. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. On arrive à peu près à cette valeur de 100 mg, 3 mg kilo, on va dire 200-300. Et effectivement, oui, c'est des effets pour lesquels il y a eu des effets ergogéniques sur la performance physique et sur la performance cognitive. Est-ce que tu peux juste revenir 2 secondes sur, parce que j'ai pas trouvé dans la partie 1, j'en ai parlé, mais j'ai pas trouvé d'études, et peut-être que je les ai juste ratées, sur la vitesse d'administration entre la vitesse d'assimilation entre chewing-gum, boisson, comprimé, etc. Il y en a qui sont plus rapides que d'autres? Alors oui, il existe différentes méthodes d'administration de la caféine. Vous pouvez donc la caféine, très souvent, nous, en fait, ça va être une poudre anhydre qu'on va utiliser. C'est beaucoup plus facile à gérer que la caféine, parce que finalement, la caféine, vous avez le café. Parce que dans le café, vous avez plein d'autres composés, etc. On ne sait jamais combien il y a de caféine. Et donc, vous pouvez, c'est une poudre qui est soluble dans l'hydrosoluble et liposoluble. Et donc, en fait, on peut l'avoir de différentes façons. En général, on considère que la forme d'administration la plus rapide, c'est le chewing-gum. Pourquoi ? Parce que le chewing-gum, en fait, vous allez avoir une grosse diffusion qui va se faire au niveau des muqueuses et qui vont faire que finalement, la caféine va passer dans des petits vaisseaux sanguins et éviter cette clairance hépatique. Et donc, on va avoir un effet qui est extrêmement rapide. Donc là, en fait, on va vous conseiller de le prendre vraiment pendant l'effort ou juste avant l'effort. Si c'est une ingestion, sur le chewing-gum, on a aussi bien entendu de la caféine qui va passer dans le système digestif par la salive. Donc on retrouve ces 2 mécanismes, mais on a quand même quelque chose de plus rapide que si on allait sur une caféine qui serait prise dans un liquide ou sous forme de comprimé, par exemple. Donc par exemple, un gel caféiné, qui est ce qu'on retrouve le plus, en tout cas dans la nutrition sportive, ça passera plus doucement qu'un chewing-gum. C'est ça, parce qu'on ne le mâche pas. Bien sûr. Ouais.
Bien sûr, bien sûr. Vous allez avoir une moindre diffusion au niveau des capillaires. Ça va plus être une absorption au niveau intestinal ou gastrique. Ok, mais alors, je suis désolé, je creuse encore la question. Est-ce qu'on perd en absorption ou est-ce qu'on perd en vitesse de Non, diffusion? c'est en vitesse. C'est en vitesse. C'est-à-dire que la biodisponibilité de la caféine est extrêmement bonne, quelle que soit la méthode d'administration. En revanche, c'est au niveau de la vitesse d'apparition de la caféine au niveau plasmatique que ça va différer. Ok, je suis super content, j'ai pas dit de bêtises dans la partie 1. Merci beaucoup. La deuxième question, du coup, on a fait pour les formats courts, donc par exemple pour des trails courts qui vont durer 3-4 heures, on va dire que ça va être globalement ça, puisque tu l'as mentionné, la demi-vie, mais c'est à peu près 4 à 6 heures, c'est ça, si je dis pas de bêtises? Oui, voilà, on retrouve des données un peu 3-5 heures, 4-6 heures, ça dépend. Et donc, ce temps de vie, c'est le temps finalement pour éliminer pardon, la moitié de la quantité de caféine. Mais ça ne veut pas dire que passé ce temps-là, j'en ai plus, puisqu'après, on va avoir une diffusion. Si je reprends ce temps-là, je vais reperdre 25%, mais on peut avoir des traces de caféine pendant 20-24 heures après, hein, c'est possible. Ok. Et du coup, je voudrais passer avec toi sur la stratégie qui est peut-être la plus compliquée, parce qu'au final, là, ce qu'on vient de dire, c'est quand même assez simple. Ça va considérer l'ultra-trail. On a parlé de doses répétées. Dans la première partie, j'ai dit, pareil, de manière un peu, j'ai essayé d'être précautionneux. J'ai repris 3 à 4 mg. Je me suis dit, si vous voulez en prendre plusieurs fois sur un effort, imaginons typiquement une nuit plus un bout du matin, tu vas terminer à 14 heures ton ultra. Tu pourrais vouloir en prendre par exemple 2 fois ou peut-être 3 fois. Est-ce que ce que j'ai dit, à savoir 3 à 4 mg la première prise, puis par exemple 6 heures après 1,5 mg par poids de corps, est-ce que ça te semble pertinent? Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur cette prise répétée? Effectivement, c'est une stratégie ce sont des stratégies qui sont difficiles à définir. Dans un premier temps, parce que on n'a pas beaucoup de données dans la littérature. C'est-à-dire que caféine, ultra-trail, ces stratégies-là, on les trouve très peu dans la littérature. On n'a pas beaucoup de choses sur quoi se baser. Ensuite, ça va être très dépendant de l'individu. De toute façon, les stratégies nutritionnelles, elles sont extrêmement dépendantes de chaque individu, de la masse, mais aussi de ses capacités, de sa tolérance digestive, etc. Donc là, c'est vraiment à tester. Je pense qu'on ne peut pas donner une stratégie et l'appliquer chez tout le monde, hein. C'est vraiment quelque chose à tester. On a parlé aussi du polymorphisme génétique et de la capacité à dégrader la caféine et qui fait que certaines personnes vont avoir des effets secondaires plus importants. Donc, c'est vraiment quelque chose de difficile. Quoi qu'il en soit, effectivement, cette stratégie de 3 à 4 mg à la première prise, là, lorsqu'on va avoir des prises répétées, je vais être encore plus précautionneuse. Donc, moi, je partirai sur les valeurs les plus basses. Et effectivement, on peut aller sur... On trouve dans la littérature des valeurs de 1 à 2 mg kilo de façon plus fréquente. En attendant, effectivement, cette période des 6 heures, elle me semble assez intéressante pour diminuer finalement la quantité de caféine plasmatique tout en considérant son temps de demi-vie. Donc, effectivement, je pense que ça pourrait être intéressant de partir sur une valeur à 3 mg kilo, espacée, et puis ensuite partir sur un dosage de 1 à 2 mg kilo de façon plus fréquente. On garde cette stratégie conservatrice pour minimiser les effets secondaires et peut-être plus, effectivement, garder cette caféine lorsque les mécanismes de fatigue vont être prépondérants, soit en fin de course, soit effectivement parce on est dans une période de nuit avec un rythme circadien, enfin un rythme itinéral qui est perturbé, etc. Donc, on fait bien attention au dosage, on fait bien attention on essaie d'avoir un plan. Enfin, ce plan-là, en fait, il est défini bien à l'avance, hein. Et attention, parce que les pertes de vigilance, de lucidité, etc., font qu'à un moment donné, on peut se planter, etc. Et donc là, on se met encore plus dedans au niveau des troubles digestifs, au niveau des effets secondaires. On fait attention aux techniques d'administration. Toutes ne sont pas les mêmes. Donc, si on change de technique d'administration, on module le dosage en même temps. Et on fait attention aux règles de sécurité. J'ai 2-3 petites questions qui découlent directement de ce que tu viens de dire. La première question, ça va revenir sur ce que tu as dit, le polymorphisme génétique. On n'a aucun moyen, avant de se tester et d'essayer de voir si on se ressent des effets secondaires, on n'a aucun moyen de savoir si on est un métaboliseur rapide ou lent. Alors, si on parle vraiment d'un point de vue scientifique, le premier serait de faire un test génétique, mais qui est pas autorisé en France de toute façon. Donc, on va laisser tomber ça. Vous avez des tests pharmacocinétiques où vous allez pouvoir suivre l'évolution, en fait, l'évolution de la concentration de caféine dans les urines suite à son ingestion. Enfin, on est quand même sur des choses extrêmement précises, onéreuses, etc. Il existe des tests respiratoires à la caféine, mais je suis pas sûre qu'ils soient très efficaces. Après, l'idée, c'est par une prise nutritionnelle adaptée, de tester avant, de faire un plan de consommation. Et nous-mêmes, on est capable de voir un petit peu si on a des effets secondaires. Donc, en fait, je pense que non pas d'aller sur des approches scientifiques, mais peut-être plus des approches de terrain, tester comment est-ce qu'on réagit, à quel dosage, à quel moment est-ce que
quels sont les effets aussi liés à la temporalité d'ingestion, parce qu'on peut avoir des effets qui diffèrent selon la temporalité d'ingestion. Et donc, se connaître, etc., c'est extrêmement important. Et donc, on va mettre en place un plan de consommation comme on le fait de toute façon sur la prise de glucides au cours de l'effort, etc. Est-ce que tu peux nous donner un exemple si je fais ce test de terrain? Imaginons je pars à 3 mg et 6 heures après je reprends 1,5 et je teste ça sur un week-end shock ou quoi que ce soit pour tester mon plan de caféine. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de ce que serait un effet secondaire où je peux me dire là je pense que j'en ai pris un peu trop? Alors, c'est difficile à dire. On peut avoir des atteintes digestives. On reviendra sur ces atteintes du système digestif, mais par exemple, on sait que l'exercice va déjà avoir des phénomènes sur le système digestif. On peut avoir des effets importants au niveau du système digestif. Ça peut être, alors, les effets sur tout ce qui est fréquence cardiaque, etc., à mon sens, ils peuvent être quand même gommés par l'effet de l'exercice. Donc ça, il faut voir si les effets classiques qu'on peut retrouver secondaires, ils vont être gommés par les effets de l'exercice ou pas. À mon sens, par exemple, les effets sur le système digestif seraient quelque chose à chercher de façon prépondérante, de par aussi leur importance dans la performance. Ok, ce sera un des marqueurs Par des effets exemple, secondaires qu'on repérerait par exemple. facilement. Ok. J'avais une autre question par rapport à ce que tu viens de dire, toujours sur la prise répétée. Tu as parlé du fait de la nuit, par exemple, effectivement, de cibler les moments de caféine où c'est le plus important. Et je vais y revenir après parce qu'il y a une chose dont on n'a pas encore parlé qui concerne en fait tes travaux doctoraux, à savoir les effets sur la cognition, qui sont quand même super importants dans la trail. Imaginons, là, j'ai l'exemple de la TDS en tête. La TDS, c'est une des courses de l'UTMB. Ça part de nuit, ça part à 23 heures. C'est-à-dire que le moment où je peux en avoir le plus besoin, c'est la nuit. Donc, mais c'est le début de course. Par contre, je termine de jour, mais je serai fatigué. Par exemple, dans ce genre de situation, est-ce qu'on doit privilégier, selon toi, l'effet de la caféine la nuit? Ou est-ce qu'on doit le privilégier la journée, mais le moment où je suis fatigué? Est-ce que tu aurais un avis? Alors, c'est difficile. C'est difficile de répondre. Est-ce qu'il y a eu un phénomène... Alors, déjà, est-ce qu'il y a eu un phénomène d'acclimatation? Est-ce qu'il y a eu un décalage de l'horloge interne au préalable qui a été fait, qui ferait que la personne serait moins sensible au manque de sommeil sur son début de course? Parce que rien que ça, déjà, ça peut avoir un effet. Mais j'aurais tendance à dire que si ça n'a pas été fait, effectivement, on a des stratégies où, par exemple, on peut prendre de façon répétée de la caféine la nuit à des dosages moindres, par exemple 50 mg par heure, pour contrecarrer un peu ces effets sur finalement de la course de nuit et du manque de sommeil, etc. Donc là, c'est une question difficile. Je pense qu'il faut voir ce qui a été fait avant. Est-ce que la personne a réussi à décaler un peu son rythme avant? Et puis sinon, peut-être effectivement, on a vraiment des baisses de vigilance importantes, finalement même en début de course, mais sur le fait qu'on est sur un instant où on devrait dormir et qui peuvent avoir quand même des effets assez importants sur le risque de chute, etc. Donc pour moi, ça pourrait être intéressant quand même de commencer, même si on est en début de course, s'il n'y a pas eu de phénomène d'acclimatation, enfin on dirait pas au jet lag, mais au décalage horaire. Mais cette stratégie aussi, on la retrouve parfois avec une consommation beaucoup plus faible, 50 mg, mais de façon beaucoup plus toutes les heures, en fait, voilà, pour avoir un apport un peu plus fréquent, plus faible, mais plus fréquent la nuit, lorsqu'on doit continuer l'exercice. Est-ce que tu es en train de nous dire en filigrane que les effets de la caféine sur la cognition, ils apparaissent à des dosages plus bas que les effets sur la performance physique? Alors, dans l'idée, c'est plutôt les mêmes dosages, hein. Dans l'idée, on reste sur ces 3 mg kilo lorsqu'on est sur un phénomène d'ingestion. On a des effets qui restent quasiment les mêmes, mais il faut considérer que si vous avez une prise répétée de 50 grammes de façon fréquente, vous n'êtes pas à 50 grammes, puisque vous avez quand même l'effet cumulatif des prises avant. Donc, vous allez arriver finalement à ce dosage de 100 mg. Mais effectivement, ça a été montré, hein, il y a quand même pas mal de choses sur caféine et différents processus cognitifs qui montrent que, que ce soit... Ça a d'abord été fait chez les soldats. Hein. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites chez les soldats où on travaillait sur des situations de privation de sommeil, et où on trouvait des vrais effets de la caféine sur la performance, sur différents processus cognitifs. Et donc, oui, là, ça peut être assez intéressant. La question du coup que je voulais aborder maintenant, le petit chapitre que je voulais aborder avec toi, ça va concerner la cognition. Parce que je me disais, sur l'ultra trail, les formats longs, alors ok, la caféine va avoir un effet sur la performance, mais est-ce que c'est pas presque secondaire par rapport à l'intérêt de la caféine qu'elle va avoir sur ce que tu viens de dire en fait, la vigilance, l'attention, les troubles peut-être moteurs, les prises de décision, c'est-à-dire ne pas oublier son plan alimentaire? Parce que, ok, on améliore la perf en ultra-trail, mais si on prévient une entorse parce qu'on est plus vigilant, si on évite la somnolence, est-ce que c'est pas ça, en fait, la clé de la caféine sur de l'ultra?
Alors, c'est difficile de séparer comme ça, mais de toute façon, la performance, elle est toujours multimodale. Et effectivement, dans ce type d'effort-là, la capacité à maintenir sa vigilance, à maintenir une attention sur des durées extrêmement longues où on a peu de stimuli, on va dire, et dans des situations de privation de sommeil, bah, c'est extrêmement important. Les capacités attentionnelles, les capacités, le niveau d'alerte pour être finalement prêt à répondre à un stimuli. Tout ça, c'est des choses qui sont vraiment impactées par la caféine et qui peuvent avoir des effets sur, par exemple, des tâches de temps de réaction. Donc ça a été fait, des tâches de temps de réaction. Donc, simple, c'est de l'alerte, mais des tâches de temps de réaction de choix. Donc, favoriser les bonnes prises de décision et diminuer ces délais de temps de réaction, et pas forcément en agissant sur quelque chose de moteur, mais plutôt quelque chose de central. Donc, effectivement, bah, ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important. Mais on parle d'ultra-trail, mais finalement, dans beaucoup de disciplines sportives, la performance, ça dépend aussi de cette capacité à prendre des décisions sous une forte pression temporelle. Donc là, on a le risque de chute, on a des facteurs additionnels. Mais effectivement, finalement, la nutrition, c'est pas que pour des facteurs, un effet de performance physique, métabolique. Il y a aussi d'autres paramètres et les effets sur la vigilance, l'attention, etc., le niveau d'alerte, tout ça en fait partie. Dernière question du coup sur cette caféine et un peu ultra manque de sommeil. Est-ce que selon toi, alors je renvoie les auditeurs, on en a un peu parlé aux 2 épisodes que j'avais fait avec Guillaume Millet et Mathieu Berger sur le sommeil en ultra. Est-ce que selon toi, comment est-ce qu'on peut réfléchir la caféine par rapport au sommeil qu'on peut avoir sur une nuit ou à des micro-siestes? Parce qu'il y a aussi ça qui va aider à lutter contre la somnolence, faire des petites siestes de 15 minutes. Est-ce que ça doit être pensé de manière couplée? Par exemple, je prends ma caféine juste avant de faire une micro-sieste de 15 minutes, puis je repars et là, je vais avoir le pic et du sommeil et de la caféine. Comment est-ce qu'on peut réfléchir à ça en tant que coureur? Eh ben, tout dépend. Là encore, en fait, tout dépend de la méthode d'administration et de dosage. C'est vrai qu'effectivement, il faudrait être capable de prévoir, mais est-ce qu'on est toujours capable de prévoir que, ça je sais pas, que la micro-sieste va intervenir à ce moment-là précis, et donc considérer la quantité précise de caféine qui a été faite avant avec la méthode d'administration. Et donc, d'où l'intérêt d'avoir ce plan-là qui est extrêmement précis, qui est défini à l'avance, pour arriver à moduler le mieux. Je t'avoue que là, avec tes réponses, tu m'as presque convaincu des chewing-gums à caféine, parce qu'en fait, au final, c'est le truc que si je le prends, très peu de temps après, je vais avoir des effets. C'est presque le plus simple à utiliser. Après, on peut aussi coupler. Rien n'empêche, effectivement, vous avez beau gel. Tout dépend aussi des capacités de transport. En fait, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais effectivement, ces chewing-gums, je ne pousse pas du tout leur consommation, c'est pas ça. Mais effectivement, ils ont un effet qui est beaucoup plus rapide que l'effet qu'on peut avoir lors d'une ingestion. Il y a d'autres techniques aussi sur du rinçage de bouche, des techniques qui ont été étudiées sur les sprays nasaux. Mais les effets sont quand même... on est loin de ce qu'on peut trouver sur l'ingestion chewing-gum. Dernière question que je voulais aborder avec toi avant de passer aux questions des auditeurs et de conclure cette partie de l'échange. Là, depuis tout à l'heure, je suis quasiment sûr qu'il y a des auditeurs qui vont un peu sauter au plafond, ou je vais certainement avoir des commentaires sur c'est du dopage, du coup vous nous parlez de dopage, vous parlez de milligrammes, vous parlez de comprimés de caféine, on a parlé de prise par comprimé, donc on prend un médicament alors que c'est pas très cool de prendre un médoc pour le sport. C'est quoi toi ta vision là-dessus? Il y a des gens qui parlent de dopage légal, la caféine c'est un produit dopant? Alors effectivement, je comprends que ça fasse réfléchir, et ça doit. Au contraire, si ça fait pas réfléchir, c'est quand même plutôt problématique. Si on reprend d'un point de vue législatif, la caféine était considérée comme une substance dopante, donc par le CIO et par l'Agence mondiale antidopage, pour des dosages supérieurs à 15 microgrammes par millilitre, donc mesurés dans les urines, qui correspondent quand même à des taux qui sont relativement hauts, qui vont être supérieurs à ce qu'on vous dit en ingestion, 9 mg par kilo. Donc ça permettait d'exclure quand même une grande partie de la population qui va consommer de la caféine. Ça a été retiré en 2004, donc par le CIO et l'AMA, mais c'est toujours monitoré. Ça veut dire qu'ils suivent quand même toujours les concentrations de caféine urinaire, et cette valeur, c'est à peu près 12 microgrammes par millilitre. Ça veut dire que c'est pas anodin, ça veut dire que c'est toujours suivi, c'est toujours monitoré. On a quelque chose qui est intéressant, que moi j'utilise beaucoup, qui est une classification de l'AIS, de l'Australian Institute of Sport, qui classe en fait les compléments, les suppléments nutritionnels de l'effort selon différents critères. Donc les classes de A, B, C, D. A, c'est quelque chose qui est très bien étudié, pour lesquels il y a des vrais effets ergogéniques et avec des effets
enfin, du moins, un effet, quelque chose qui est sécurisé, enfin, qui n'impacte pas de façon négative la santé des athlètes, et D, quelque chose qui est totalement proscrit. Et la caféine, quoi qu'on en pense, elle est classée A. Elle est classée A avec le bicarbonate de sodium, avec d'autres composés. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des justifications scientifiques qui mettent en avant un effet ergogénique avec des effets secondaires qui sont présents, mais qui, si on respecte les préconisations, c'est-à-dire on reste sur des faibles dosages, sont limités ou ne présentent pas de dangerosité pour la santé. Après, sur cette question éthique, effectivement, ça pousse à réfléchir. Si vous discutez, moi, je discutais avec des personnes de la FLD, je trouve ça extrêmement intéressant. Effectivement, à partir du moment où certains vont vous annoncer, vous prenez un Doliprane avant une compétition, vous avez déjà une conduite qui est déviante. Parce que vous limitez, enfin, vous essayez d'optimiser votre état de forme. Moi, mon avis, c'est il faut, protéger la santé, et si on peut améliorer la performance. A priori, la caféine répond à ces deux paramètres si on respecte bien. C'est pour ça que j'ai toujours cette stratégie un peu conservatrice. Et on peut aussi se poser la question de quel va être l'effet sur la santé de réaliser des exercices de si longue durée qui ne sont quand même pas anodins et qui augmentent les risques de blessures, de chutes, etc. Donc, il faut y réfléchir, je suis d'accord avec vous. Il faut garder en tête que de toute façon, il y a toujours des effets secondaires. Quand vous consommez des glucides au cours de l'effort, si vous en consommez trop, si ce n'est pas les bonnes formes, etc., vous avez ces secondaires. Vous ne consommez rien, de toute façon, la déshydratation, les chauffes, les impacts, etc., vous avez ces effets secondaires aussi. C'est très bien d'y réfléchir et je pousse au contraire les gens à plutôt réfléchir à leur consommation. Qu'est-ce que je prends? Pourquoi? Est-ce que je suis obligée d'aller sur tel dosage? Est-ce que je peux faire moins? Est-ce que ça marche, etc. C'est au contraire très bien d'aller dans ce sens-là que le contraire. Pour les auditeurs, ils ont certainement vu passer récemment, je pense pas que tu l'aies vu, mais faut être un peu à suivre l'actualité trail pour le voir, mais une sportive qui a gagné un 130 km, c'était Albon, j'ai oublié son prénom, Henriette Albon, si je dis pas de bêtises, qui a partagé son plan alimentaire, et en fait il y avait 4 colonnes sur son tableau. Le moment de prise, les glucides, la caféine, les Doliprane. Et ça, en fait, c'était, je crois que ça équivalait sur une course de 8 heures à 4 ou 5 grammes de Doliprane répartis sur 8 ou 12 heures de course, quelque chose comme ça. Et je t'avoue que moi, ça m'a pas choqué pour la caféine, mais pour le Doliprane, je me suis dit, waouh. Et après, je me suis dit, pourquoi est-ce que ça me choque pas pour la caféine? Et je pense que la réponse, c'est celle que tu as apportée, c'est que d'une part, on est sur des dosages, comme je le disais dans la partie 1, qui sont proches de ce qu'on peut consommer dans la vie courante. Je veux dire, avant cet enregistrement, j'ai bu 2 cafés. En fait, 2 cafés, c'est autour de 2 mg par poids de corps. Si j'en prends un troisième, je peux y arriver aux 3 mg par poids de corps dans la journée. Voilà. Et d'autre part, c'est quand même assez safe, le café et la caféine. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est pas dopant, en tout cas. Effectivement. Après, comme il y a une réglementation, effectivement, et de l'AMA, une réglementation de la FLD, etc., je suis pas dans le comité qui définit ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Après, à nous, à partir du moment où il y a quelque chose qui est autorisé, à l'étudier, parce que ça, c'est extrêmement important. Je dévie un peu, mais j'ai eu sur des projets de recherche certaines personnes du comité qui ont refusé de financer parce qu'on étudiait la caféine et que c'était des conduites déviantes, dopantes, qu'on poussait les sportifs à se doper. Et en fait, moi, je le conçois totalement dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'au contraire, l'étudier, c'est savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas, savoir quels sont les risques pour les sportifs, c'est les informer, les prévenir. Donc en fait, je vais plutôt dans cette stratégie-là, mais j'ai des personnes de comité qui ont refusé des projets parce qu'on utilisait la caféine et que c'était du dopage, etc. Donc, je trouve ça. J'aime vraiment pas du tout le terme conduite dopante. Peut-être que t'es pas d'accord avec moi. Je te partage juste ma réflexion. J'aime pas du tout ce terme parce que j'avais regardé la définition exacte de conduite dopante. C'est défini comme consommer quelque chose qui améliore notre performance dans le but d'être meilleur dans le quotidien, dans le sport. Dans ce cas-là, les glucides, c'est une conduite dopante. De l'eau, c'est une conduite dopante parce que je pourrais ne pas boire. J'en bois pour être en meilleure forme et pas être déshydraté. Donc en fait, je trouve que ce terme, il englobe globalement tout, quoi. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est ce qui est dans la tête, c'est ce qui peut être présenté. Tout dépend aussi du moment. Si on reprend les Jeux Olympiques lors de leur création, le fait de s'entraîner, c'était de la triche. Aujourd'hui, il vaut mieux s'entraîner avant d'aller aux Jeux. Donc en fait, c'est quelque chose qui évolue. C'est pour ça que peut-être qu'à un moment donné, il y a 30-40 ans, consommer beaucoup de glucides au cours de l'effort, c'était quelque chose qui n'était pas correct, une conduite dopante. Aujourd'hui, ça l'est plus. Je pense que c'est quelque chose qui évolue dans le temps, toujours en gardant en tête que je ne fais pas la réglementation, je suis cette réglementation. C'est extrêmement important de s'intéresser, d'aller sur le site de la FLD, d'aller sur le site de l'AMA, etc., de s'intéresser à ce qui est autorisé ou pas.
même parfois, quand c'est autorisé, effectivement, gardez en tête qu'il y a toujours des effets secondaires. Vous avez la caféine, par exemple, vous en avez. C'est pas parce que c'est autorisé qu'il y a des effets que je vais forcément le prendre. Il y a tout un cheminement de questions à savoir. Est-ce que c'est sécurisé? Est-ce qu'il y a des effets pour ceux que je cherche? Est-ce que je peux y avoir recours de façon différente que par exemple, des pastilles, des compléments, etc. Il y a tout un cheminement de questions. Mais effectivement, à partir du moment où c'est autorisé, qu'il y a des effets ergogéniques, que c'est sain pour la santé, moi, je suis plutôt pour utiliser les ressources qu'on a pour performer et assurer sa sécurité et sa santé. Ouais. Eh ben, merci pour cette discussion. Je te propose qu'on conclue avec les quelques questions des abonnés. Donc, en fait, Gollum, c'est un partenaire de la saison 2 du podcast Courir Mieux qui propose chaque semaine d'ouvrir les questions pour les auditeurs sur Instagram et qu'il y a certaines questions que je sélectionne pour les aborder avec toi. J'en ai sélectionné 3 qui sont, je pense, assez simples et rapides à répondre, mais je te laisserai toi discuter autant que tu veux là-dessus. La première, c'est est-ce que c'est la caféine qui est une source de problèmes gastriques ou est-ce que c'est le café? Alors, c'est une très bonne question. Alors, si on parle des troubles gastro-intestinaux à l'effort, alors si on parle au repos, alors c'est difficile de faire la distinction vraiment des deux. Pourquoi? Juste, si je commence par ça, dans le café, vous avez de la caféine, effectivement, mais vous n'avez pas que de la caféine. Vous avez d'autres alcaloïdes, vous avez des polyphénols et vous avez notamment l'acide chlorogénique qui peut parfois avoir des effets contraires à la caféine. Donc c'est pour ça que très souvent, on travaille sur la caféine et non pas du café. Le café, on a du mal à savoir quelle est la quantité de caféine. Il y a d'autres composés dedans qui peuvent avoir des effets plus ou moins importants. Donc, on va plutôt parler, nous, on utilise beaucoup plus le café. Si on parle des troubles gastro-intestinaux au repos, effectivement, on peut avoir des difficultés lors de l'ingestion importante. Pour le coup, dans la vie courante, au repos, on ne consomme pas de la caféine, c'est du café. Mais c'est quand même lié aux effets de la caféine. Par exemple, sur le type de reflux, les reflux gastro-œsophagiens. On sait que ça va avoir des effets sur créer des hypotensions au niveau des sphincters, notamment sphincter œsophagien inférieur, et donc ça peut créer des phénomènes de reflux. Donc, rien qu'au repos, déjà, on sait que la consommation de café qui contiennent la caféine, pour le coup, on considère que c'est quand même lié à la caféine, peut induire des troubles gastro-intestinaux. Si on revient sur ce qui se passe à l'effort, alors les troubles gastro-intestinaux sont des vraies problématiques dans les sports d'endurance et d'ultra-endurance pour différents paramètres, que ce soit des effets de déshydratation, que ce soit des effets mécaniques de contraintes qui vont créer des phénomènes de micro-hémorragie digestive, que ce soit pour des changements de motilité, que ce soit pour des phénomènes de perméabilité intestinale, etc. Et ça, on sait que c'est quand même majoré par les choix alimentaires. Et donc, dans les recommandations que nous, on a, effectivement, on se fixe très souvent sur la déshydratation, sur la quantité, le type de glucides, sur les apports lipidiques, protéiques, notamment avant. Mais on sait que la caféine, consommée en quantité importante, peut avoir des effets sur les troubles gastro-intestinaux. Donc, dissocier les deux, je ne pourrais pas vous dire. Très souvent, nous, on travaille sur la caféine parce qu'on est sûr de ce qu'il y a dedans, on est sûr du dosage, on est sûr qu'il n'y a pas tout un autre d'autres composés qu'on va retrouver dans le café qui vont avoir des effets différents. Quoi qu'il en soit, en général, encore une fois, pour des doses relativement faibles, les effets sur le système digestif sont faibles. Mais il faut considérer que les troubles gastro-intestinaux, que ce soit les ballonnements, les brûlures d'estomac, les vomissements, les diarrhées saillantes, etc., tout ça, c'est vraiment très présent dans les sports d'endurance, ultra-endurance, avec des effets sur la santé et la performance, bien entendu. Très clair. Deuxième question, est-ce que la caféine peut favoriser la survenue de crampes? Est-ce qu'on en sait quoi que ce soit d'ailleurs? Alors là, c'est pas que vous me posez une colle, c'est que être capable de donner l'étiologie précise des crampes, déjà c'est quelque chose de compliqué. C'est-à-dire que très souvent on avance ces phénomènes, on avance des déséquilibres hydroélectrolytiques. Et effectivement, on sait que les phénomènes de déshydratation, on sait que les pertes en minéral vont induire des phénomènes de crampes. Par contre, donner une idée extrêmement précise et dire c'est lié à la caféine, ça aujourd'hui je pourrais pas du tout vous avancer ça. Et effectivement, la déshydratation, ok, sur les crampes, le fait qu'on ne soit pas habitué à ce type d'effort-là, qu'on pousse dans les retranchements, mais dire que c'est lié précisément à la caféine, c'est difficile. Ok. Deux petites dernières. Je la trouve intéressante celle-là. Combien de prises répétées sur un ultra, par exemple, te semble entre guillemets raisonnable ou safe? Parce qu'en fait, il y a des ultras qui peuvent durer 40 ou 48 heures. Hein. La diagonale des fous, c'est même 50 heures les derniers.
Bah, dans ce cas-là, je peux en prendre pendant 20 heures. Moi, quand j'entends ça, je me dis, bah non, je pense pas. Donc, selon toi, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on doit se dire, ça fait par exemple 8 heures que j'en prends, c'est bon, là, j'arrête et j'en reprendrai peut-être plus tard? Alors, je pense que effectivement, si on prend la littérature, on retrouve des fois des données qui sont de l'ordre à peu près sur des épreuves de 15 à 19 heures, on est aux alentours de 900 milligrammes au total. Au total. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que en fait, la dégradation de la caféine, elle va mettre du temps, même si vous avez un temps de demi-vie allez, 6 heures, vous pouvez en trouver pendant plusieurs heures. Ça veut dire que vous allez avoir la caféine dans votre sang pendant 20-24 heures. Après, l'idée, c'est que vraiment, moi, j'irai sur quand est-ce que j'en ai le plus besoin. Je cible ces périodes-là. Effectivement, je suis capable de les diminuer et surtout à combien je suis, en fait. À combien je suis, parce que vous pouvez avoir une quantité de caféine qui va perdurer dans le sang, mais à quelle quantité je suis, c'est ça qui est important. Donc vraiment, pour moi, ça serait, si je suis sur 40 heures d'effort, à un moment donné, c'est sûr qu'il va faire des choix. Je vais pas pouvoir prendre toutes les heures pendant 40 heures, c'est pas possible, pour diverses raisons. Mais donc, c'est vraiment cibler là où vous en avez plus besoin, et faites ce plan en amont pour dire, OK, j'essaie de pas dépasser une valeur seuil, pour limiter les effets secondaires, quoi. Je recommande encore une fois vraiment aux auditeurs le site web Half-Life Caffeine Calculator. Je le remets en description. Ça fait tout ce job pour vous. Vous lui rentrez les prises de caféine que vous faites, par exemple avec vos gels. Il contient 100 mg et ça vous donne absolument tout avec un tableau des dosages. Et vous vérifiez ça et vous vérifiez le tableau par rapport à votre seuil et vous êtes sûr que vous ne pouvez pas dépasser comme ça. C'est vraiment un super outil, ça simplifie vraiment la vie, ça permet d'éviter de faire n'importe quoi. J'ai fait le test avec un athlète que j'entraînais l'an dernier qui m'a donné sa stratégie. J'ai dit, mais attends, je pense que tu exploses en caféine. Effectivement, il explose en caféine, donc c'est vraiment un outil qui est intéressant. Dernière mini question avant de conclure. Est-ce que c'est vrai qu'en ce moment tu collabores avec Courir Mieux sur un projet qui a pour but d'améliorer l'alimentation à l'effort des sportifs et de les aider à mieux s'alimenter sur du trail et de l'ultra? Oui, alors on est au tout début du projet, on va dire, mais effectivement, l'idée, c'est de mettre en place des stratégies vraiment pour aider à s'alimenter correctement à l'effort, puisque c'est des sports qui sont encore quand même pas très bien décrits dans la littérature, hein. Autant sur l'endurance, on sait exactement quoi faire, autant sur l'ultra-endurance, on a des recommandations qui sont très loin de ce qui est faisable, qui est fait sur le terrain, donc c'est beaucoup plus difficile d'apporter des recommandations nutritionnelles précises. Et ensuite, par rapport à mon poste, effectivement, donc je travaille en université, mais je suis financée par les instituts Carnot Star, qui est un dispositif public, hein, qui est dédié au développement de la recherche partenariale entre les universités et les entreprises dans le domaine du sport, santé, bien-être. Et donc moi, je suis spécialisée en nutrition sportive, donc j'ai aussi pour vocation de créer des partenariats avec le monde privé pour notamment la recherche en physio et nutrition sportive. Ouais, je suis très content qu'on lance très bientôt ce projet avec un étudiant pas loin de chez toi. J'en reparlerai dans des podcasts et dans des épisodes par la suite. Laura, je te remercie beaucoup pour toutes tes réponses. Je vais encore te garder un tout petit moment pour les questions des abonnés Patreon. Mais oui, qu'on va arrêter ici. Merci beaucoup. Si on veut juste suivre ton activité scientifique, où est-ce qu'on peut aller? Alors, l'activité scientifique, j'ai des publis que vous pouvez trouver sur Google Scholar ou PubMed. Sinon, mon laboratoire, donc Hype Human Lab, a une page LinkedIn et vous pourrez suivre un peu les activités de notre laboratoire et donc de l'ensemble de l'équipe qui travaille sur diverses thématiques, thermorégulation, qui peuvent aussi, ils sont pas la nutrition, mais qui peuvent aussi vous intéresser. Et donc, voilà, donc le Hype Human Lab, le labo pour lequel je travaille. Super, je mettrai le lien en description. Encore merci beaucoup Laura. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Voilà, c'est tout pour ce deuxième épisode sur la caféine en trail. Je remercie Fort Endurance, mon partenaire nutrition qui soutient la saison 2 du podcast Courir Mieux. Fort Endurance, c'est un ensemble de produits énergétiques de qualité que j'utilise personnellement et dont plusieurs gammes sont composées en respectant les recommandations de la science. Cette semaine, je vous invite à jeter un œil au Endurance Unigel avec caféine, évidemment, à 130 ou 65 mg et 45 g de glucides à un ratio maltodextrine-fructose 1,08, qui est le type de gel que j'utilise quand je souhaite avoir de la caféine, par exemple sur la fin d'une course difficile. Je remercie également à nouveau les 3 autres partenaires de cette saison 2 qui n'existeraient pas sans eux et qui m'ont accordé leur confiance, Gollum, Sunto et Wise. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à rejoindre le Patreon de Courir Mieux pour, par exemple, avoir accès à mon échange exclusif avec Laura où on parle, entre autres, des effets de la caféine sur la fréquence cardiaque et sur la déshydratation.
Tous ces contenus réservés aux abonnés sont disponibles avec un seul et unique abonnement à 7 € par mois, donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder le lien qui est en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là n'oubliez pas que selon Edwards Deming, sans donner à l'appui, nous ne sommes qu'une personne de plus avec une opinion.